Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Écoutez, Monsieur Schwab, quand il vous dit il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui va remplacer les médias subventionnés. Alors là, j'ai reçu aujourd'hui la lettre la nouvelle lettre de Géopolitique Profonde. Donc évidemment, vous vous y abonnez, vous allez en description, vous y allez, vous cliquez dessus. Spécial Club Bilderberg. Spécial Club Bilderberg, donc vous y allez. Ce soir, vraiment, j'ai de la chance. Je reçois mon ami Farida Belgoul qui se fait. Et je suis reçu par mon ami Mike. Voilà, et qui se fait beaucoup trop rare. Donc, appelez Farida Belgoul. Recevez, chers amis youtubeurs qui nous regardez, je sais que vous nous regardez, recevez Farida Belgoul. Elle a une vraie expertise à apporter à l'ensemble des Français. Est-ce que, chère Farida, tu sais, j'aime beaucoup te recevoir parce que l'avis que tu nous donnes, l'information que tu nous donnes, eh ben, je ne l'entends pas ailleurs. Est-ce que justement cette information, eh ben, il ne faut pas, comme tu le vois si bien, la censurer? Est-ce qu'elle n'est pas censurée, cette information? L'information que moi je donne, que nous donnons avec notre mouvement, elle est censurée d'une part, et d'autre part, elle n'est pas relayée. D'après toi, la question c'est pourquoi, en effet. Pourquoi? Voilà. Bien parce que je ne veux pas être méchante en commençant sur un plan polémique l'interview, mais disons que, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que je ne suis pas relayée et je suis censurée parce que je ne suis pas républicaine. Ça, c'est le fond de ce qui fonde. C'est ce qui fonde, à mon avis, mon absence de relais et la censure dont je suis systématiquement l'objet. C'est-à-dire que je remarque tout de même que partout, souvent, quasiment systématiquement, à de rares exceptions près, très, 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 très rares, et c'est même pas des personnes qui se font rares, ce sont des propos qui se font rares, qui sont sans confusion, sans compromis, sans concession avec la République. Or, moi, c'est radical. C'est-à-dire que je refuse totalement de voir dans la République à caractère maçonnique de surcroît une quelconque perspective qui pourrait être positive. Dans la société, c'est une République de destruction, de harcèlement, de perversité. Oui, parce que tu as totalement raison. Quand je dis ça, si tu veux, déjà, ça fait mal parce qu'il ne reste plus grand monde. Mais moi, je suis prête à écouter tout le monde et à débattre avec tout le monde. Mais là-dessus, je suis catégorique et formelle. Je pense qu'il y en a un sur le net qui dit bien les choses de la même façon que moi, c'est Nicolas Bonal, qui vient d'ailleurs de sortir une très bonne vidéo là, ces jours-ci, qui s'appelle « La catastrophe républicaine ». Bien, je souscris complètement à cette expression et au développement qui est le sien. Ben, tu as totalement raison, surtout qu'en plus, les pouvoirs publics nous imposent ces fameuses valeurs républicaines. Et moi, je remarque que parmi ceux qui se disent d'opposition, il n'y en a quasiment pas, ou alors ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, une vision frontale, je dirais, face à la République. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de cette opposition frontale. Non. Pas même l'Action française. Non. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ancienne France qui est devenue… En fait, le grand remplacement dont tout le monde veut bien parler pour cibler des gens en particulier, ce dont j'ai déjà parlé, c'est qu'il a déjà eu lieu, si tu veux, Mike. Ce grand remplacement est constitué du remplacement des Français par les Républicains. Et aujourd'hui, lorsqu'on vise l'immigration comme l'objet de tous les… ou plutôt l'acteur de tous les mots français, on commet une grave erreur, si ce n'est même une faute, dans la mesure où le sort de l'immigration des immigrés en général sera probablement le même que ce qui a été vécu par les Français de souche, c'est qu'ils vont devenir républicains.
Voilà, c'est tout. Donc, à partir du moment où on pousse l'immigration, les immigrés, les musulmans à adhérer à la matrice républicaine, eh bien, on est en train, une fois de plus, de scier la branche sur laquelle on est assis lorsqu'on est un Français dit de souche. Alors, définis-nous, explique-nous bien dans détail ta vision, enfin, cette vision républicaine pour que les gens qui nous regardent comprennent bien. Parce que moi, j'ai remarqué une chose lorsque je fais des interviews, c'est que souvent les mots et les concepts ne sont pas, ont une définition, par exemple, dans la mienne, dans ma bouche, et une autre définition dans celle de ceux qui nous regardent. Donc, vraiment, explique-nous bien. Bien, nous Ta vivons définition. une période très intense en matière de galvaudage des mots. Donc, les gens, quand ils parlent de République ou quand ils pensent à la République, ils imaginent un système politique qui est démocratique, au bon sens du terme selon eux, qui est laïque, toujours aussi au bon sens du terme, et qui serait un système politique qui tenterait de mettre chaque personne à la bonne place. Or, en vérité, la République est un système politique qui est totalement inversé, je dirais, à la norme, aux normes et aux lois naturelles. C'est la République, c'est une stratégie de destruction des peuples. Si on prend l'exemple de la Vendée, par exemple, après, au moment de la Révolution française, on a voulu en effet, avec le massacre vendéen, les massacres des populations traditionnelles françaises, on a voulu faire table rase. Ce qu'on retrouve aujourd'hui sous la houlette de l'éducation nationale, quand il parle de faire fi de tous les stéréotypes, de genre. La République, c'est le déracinement de sa terre, le déracinement intellectuel, le déracinement spirituel et maintenant le déracinement sexuel. On entend atomiser les êtres humains qui, normalement, d'un point de vue naturel, sont tous rattachés à des racines intellectuelles, spirituelles, familiales. Et on veut les atomiser en autant d'individus, autant de grains de sable qui tomberaient donc sous la coupe des pervers narcissiques qui ont le pouvoir actuellement et pas forcément d'ailleurs à visage découvert. Donc aujourd'hui, la République maçonnique est un système politique pervers narcissique. J'emploie ce terme parce qu'il est compréhensible par beaucoup de monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui les pervers pullulent dans la société, puisque une société, elle pousse soit au vice, soit à la vertu. Eh bien, la République, elle pousse à la perversion narcissique. Je discutais récemment avec des gens et je me suis rendu compte en discutant avec eux quant à la question de la maturité des jeunes à propos des émeutes de banlieue, on me disait, mais les jeunes, quand même, ils ont un certain âge. Aujourd'hui, ils pourraient comprendre dans les sociétés traditionnelles ou dans certaines sociétés des pays d'origine, à 14, 15, 16 ans, on est un homme. Oui, mais ça, c'est dans les sociétés traditionnelles où l'adolescence n'existe pas. Dans les sociétés occidentales et en France en particulier, on a par la perversité du système, justement, mis en place une période intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte qui s'appelle l'adolescence. Et comment cette adolescence se manifeste? Elle se manifeste par l'individualisme, la rébellion à l'égard de toute autorité, y compris à l'égard de l'autorité des parents et des maîtres. D'ailleurs, il n'y a plus de maîtres à l'école. Ce n'est pas les jeunes qui ont détruit la présence des maîtres en classe, c'est l'éducation nationale qui en a fait un programme conscient, politique et résolu. L'enseignant aujourd'hui n'a pas le droit d'être un maître à l'école. Les parents non plus n'ont pas le droit d'être des parents. L'autorité parentale est comment dirais-je, une fonction qui est combattue à mort par les institutions. On sait très bien aujourd'hui qu'un père de famille, s'il met une fessée à son enfant, on connaît la récompense ou plutôt la punition. Il risque de se retrouver avec un signalement qui pourrait le conduire devant la police. Donc nous sommes dans une situation aujourd'hui où tout ce qui relevait de la vie auparavant, la vie d'avant la Révolution française qui nous a installé le régime républicain comme système politique, on se retrouve dans une situation où tout ce qui était naturel, tout ce qui était spontanément acquis par les communautés, les familles, se retrouve totalement inversé. Et à ce titre, on peut dire que la République est un régime satanique dans le sens où le satanisme consiste justement à inverser la norme naturelle. C'est-à-dire que ce qu'on apprend là, les théories du genre, l'écriture inclusive, ce fameux wokisme, et même cette globalisation, ce sont les enfants de la République?
Oui, les jeunes des banlieues, les émeutiers, c'est les enfants de la République et je m'inscris totalement en faux sur l'expression les territoires perdus de la République. Bien au contraire, ce sont des territoires qui sont gagnés par la République. Parce que dans la famille traditionnelle immigrée, il n'y a pas d'incitation ni au viol, ni à la consommation de la drogue, ni aux attaques virulentes contre les autorités. Tout cela n'existe pas dans la société traditionnelle. Et dans la société traditionnelle, de toute façon, le fils, la fille obéissent à leurs parents. Aujourd'hui, on a des enfants, et pas seulement dans les communautés immigrées. Moi, j'ai été enseignante dans tous les milieux. Aujourd'hui, on a affaire à une rébellion de la jeunesse contre l'autorité parentale. Et cette rébellion de la jeunesse contre l'autorité parentale, elle nous amène dans une situation ou des situations, notamment celle qu'on vient de connaître avec les émeutes, mais ça, c'est ce qui a été le plus spectaculaire. Dans la vie quotidienne, et jour après jour, nous avons de la part de tous les enfants, de toutes les races et de toutes les religions confondues, y compris chez les grands laïcs, une réprobation de la jeunesse à l'égard de leurs parents. Nous, on est en contact avec des familles sur le terrain qui sont originaires de tous les milieux. Je peux vous dire que c'est très difficile aujourd'hui pour un père ou une mère d'avoir de l'autorité au vrai et au bon sens du terme sur ses enfants. Il peut être français de souche, comme musulman, comme juif ou comme catholique. On assiste à une véritable rébellion, je ne vois pas d'autre terme, une subversion. La subversion dont on se vante dans les milieux de la dissidence est en fait un terme totalement satanique aussi, républicain, dans le sens où la subversion consiste justement à renverser les critères et les normes traditionnelles, naturelles, qui faisaient que nous pouvions vivre en famille, nous pouvions vivre dans un village, nous pouvions vivre dans une ville, nous pouvions vivre à la campagne et en ville, avec un consensus qui était qu'il y a une hiérarchie dans la société qui doit être respectée. Lorsqu'on a vu, par exemple, les Gilets jaunes, que par ailleurs j'aime bien en tant qu'être humain, se battre à mort pour ne pas avoir de chef, ils n'ont pas compris qu'ils mettaient en place ce qui s'appelle l'anarchie, qui va contre les peuples. Quand on n'a pas de chef, d'abord, on est infiltrable et manipulable, et d'autre part, on met en place une véritable anarchie qui ne peut conduire qu'à l'échec du mouvement social en question. Donc, toutes ces inversions, tous ces refus, ni Dieu, ni maître, ni chef, ni père de famille, ni mère de famille, ni maître à l'école, nous conduisent, en l'occurrence, dans l'actualité qui nous préoccupe en ce moment dans les émeutes, mais des émeutes, en fait, il y en a tout le temps, et pas sous les formes les plus spectaculaires, dans les foyers, dans les familles, qu'elles soient blanches, noires, jaunes ou vertes, vous avez sans arrêt des émeutes qui sont menées par les parents, par les enfants, contre les parents, contre les voisins adultes, contre tout ce qui représente à un moment donné l'autorité bienfaisante. Je ne parle pas d'autoritarisme. Quand je parle d'autorité, il s'agit d'une autorité qui permet de guider, qui aide à construire justement l'enfant vers sa maturité. Et si on prend un exemple qui est tout à fait remarquable, c'est celui du rap, le rap game. Le rap game qui a pignon sur rue, qui n'est donc pas financé par les jeunes ni les familles immigrées. Le rap game qui est donc diffusé par tous les médias sur un espace médiatique absolument considérable et mondial, et dans toutes les langues. Que dit-il? Quels sont les textes qu'on entend? Eh bien, ce sont des textes qui sont toujours pareils: incitation au viol, incitation à la consommation de drogue, incitation au mauvais comportement entre les jeunes, incitation à l'émeute, incitation au pillage, et tout cela constitue, pour la société dans laquelle nous nous trouvons, qui est une société perverse, comme je le disais tout à l'heure, pour la République, eh bien, un spectacle de divertissement. Mais ce divertissement n'est pas neutre. Tu penses que le rap, d'ailleurs, vous n'êtes que deux à le dire, un chanteur que je salue, Michael Bond, qui était en débat à Radio Courtoisie, et toi-même, que le rap influence Bien sûr. Et fait que les jeunes sont influençables par ce rap. Bizarrement, les sociologues n'en parlent pas. Il faut cacher justement ce rap qu'on ne saurait voir. Le rap influence énormément la jeunesse. Ce n'est pas le seul vecteur de dégradation des mentalités des jeunes actuellement, mais vous imaginez que matraquer
comme ils le sont, par des textes qu'ils prennent en charge eux-mêmes en les répétant comme des mantras toute la journée. Moi, quand j'étais à l'éducation nationale, en classe, ils n'écoutaient pas le maître, ce que moi j'appelle le maître, mais en tout cas le professeur, ils étaient en train de scander comme ça des textes de rap. Ils sont habités par ces textes qui les appellent, je sais pas moi, par exemple, quand on a, je peux essayer de me souvenir d'un verset satanique de Booba, comme je les appelle, parce que pour moi, les paroles des raps sont des versets sataniques, eh bien, il disait « Je suis près du mal et très loin du Hajj. Ce qui m'intéresse, c'est un été avec de la neige. » Grosso modo, hein, ces paroles-là. Et la neige, c'était la cocaïne. Donc là, on a bien, effectivement, une incitation, y compris au trafic d'armes. C'est-à-dire que le rap vient valider, officialiser, autoriser tout ce que les émeutiers ont mis en œuvre ces derniers jours dans les rues des villes de France. Et là-dessus, on n'a pas eu de prévention contre le rap. Cette société dans laquelle nous vivons n'a pas combattu ce rap et n'a pas, moi je suis pour leur interdiction, exactement comme je pourrais être contre et pour l'interdiction du trafic de drogue. Pour moi, le rap est une drogue mentale aux conséquences absolument désastreuses sur la mentalité des jeunes. C'est-à-dire que leurs rapports entre eux sont détruits, les rapports raciaux eux-mêmes. Il y a un appel à la haine raciale dans le cadre du rap. Donc, lorsqu'on a aujourd'hui des gens qui viennent nous parler des émeutiers en faisant l'impasse, par exemple, sur le rap, mais aussi sur l'école, on nous dit « Oh, ils ont brûlé des écoles, ils n'ont même pas pensé à leurs petits frères qui vont aller à l'école après les vacances dans lesquelles nous nous trouvons maintenant à la rentrée de septembre prochain. » Oui, mais on est en train de défendre l'école quand on dit ça. Moi, je ne dis pas qu'il faille, évidemment, brûler les écoles. Je dis qu'il faut s'en retirer. Je dis qu'il faut s'en méfier. Je dis qu'il ne faut pas croire ce qui se dit à l'école. Je ne dis pas qu'il faut mettre le feu là-dedans. Mais si, effectivement, des jeunes ont foutu le feu dans les écoles, c'est peut-être parce que ce qu'ils ont vécu à l'école les ont, comme le rap, incité à ce type d'actes délictueux. Donc, il n'y a pas d'excuse. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Mais il faut comprendre les choses. Hein? Ça, c'est important. Ça, c'est très important ce que tu viens de dire, parce que toi aussi, tu es une ancienne de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? 30 ans. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils ont vécu justement dans cette école? Parce que, bon, moi, je n'ai pas encore d'enfants, je ne connais pas les programmes scolaires des 10-15 dernières années, donc qu'est-ce qu'ils ont vécu exactement pour les gens qui nous regardent, pour qu'ils comprennent bien? Alors, je vais d'abord répondre à Lily Daf qui dit que je fais de l'amalgame parce que le rap est bien plus varié que ce que je ne dis. Je parle du rap game, du rap commercial. Et effectivement, il suffit d'aller quand même se pencher sur les textes et on verra bien que toutes les incitations au mal dont je parle et dont je peux faire la liste que je viens de faire d'ailleurs, qui n'est même pas exhaustive, eh bien, se confirme. Ce qui se passe et ce que vivent les gens, les élèves à l'éducation nationale, c'est le déracinement. C'est la lutte contre ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on ne leur apporte pas de la culture et un véritable enseignement qui les aurait conduits à maîtriser le lire, l'écrire et le compter, qui est la base de toute instruction. On a fait en sorte, et je le répète, ça a été une loi de Jospin, en tout cas signée par Jospin en 1989, où l'éducation nationale, sous l'influence de gens comme Philippe Mérieux, qui sont des individus peu recommandables, soi-disant spécialistes de la pédagogie, on les appelle d'ailleurs les pédagogistes, ces pédagogistes-là ont supprimé le maître, ont supprimé évidemment par là même l'autorité du maître et ont supprimé les programmes classiques qui permettaient aux enseignants d'être des maîtres respectables et respectés par des enfants qui étaient consentants, puisque le mot est à la mode, pour apprendre. On les met par exemple face à la méthode globale qui est un jeu de devinettes quotidien épuisant pour le cerveau d'un enfant. Alors, la méthode globale, alors, la méthode globale, c'est lorsqu'on n'apprend plus à lire selon des méthodes qui respectent le fonctionnement naturel du cerveau, parce que le cerveau, il est composé de 2 hémisphères. Il y en a un pour aller vite qui traite l'image et l'autre qui traite l'écrit. Dans la méthode globale, on a mis en place des techniques qui mobilisent le cerveau qui traite l'image au lieu de mobiliser le cerveau qui traite l'écrit. Donc, évidemment, il y a des connexions qui ne peuvent pas se faire, voire même ça peut disjoncter. Si on a toute une série de prétendues maladies aujourd'hui qu'on appelle la dyscalculie, la dysorthographie, la je ne sais quoi, c'est à cause de cette méthode.
qui, dès le début, dès le premier jour de la rentrée en CP, par exemple, ne va pas vous apprendre une voyelle, aussi bien la reconnaître de point de vue auditif que sur le plan graphique. On va leur donner des textes complets à l'intérieur desquels, évidemment, pour un enfant qui entre en premier, le premier jour à l'école et les jours suivants, contient une multitude d'inconnus. Et on va lui demander de réciter derrière l'animateur qui n'est plus le maître, mais l'enseignant, professeur des écoles, de répéter des phrases complètes derrière ce maître. Et quand à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, il a appris par cœur le texte en question, il croit qu'il sait lire. Non, parce que quand on lui montre un mot, il est incapable de le déchiffrer dans le même texte. Donc la méthode globale consiste finalement à mettre en place des techniques qui font prendre le mot pour une image, alors que c'est un assemblage de lettres qui représentent des sons. Et on n'apprend plus du tout aux enfants cet assemblage de lettres qui représentent des sons. Et évidemment, c'est un enseignement qui devrait avoir lieu de manière progressive et qui tienne compte, évidemment, d'une progression rigoureuse. Maintenant, ce qu'on fait, on met les enfants en classe et c'est les gosses eux-mêmes, depuis le CP, voire même depuis la maternelle, qui jusqu'au bac vont devoir construire leur propre savoir. C'est-à-dire qu'on les met en classe, on leur donne des documents, le professeur, il ferme sa bouche, il est là juste un petit peu pour faire de l'animation et les gamins, en farfouillant dans les documents, doivent construire eux-mêmes la leçon. Il n'y a plus de leçon qui est délivrée. Donc, en fait, on arrive à une situation de chaos généralisé dans la classe, puisque comme il n'y a plus de leçon, les mômes, ils n'ont rien à apprendre. Et comme ils n'ont rien à apprendre, excuse-moi l'expression, ils foutent le bordel. Et quand je dis foutre le bordel, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un enseignant aujourd'hui, de 8 heures du matin jusqu'à la fin de la journée, il vit dans un brouhaha absolument épouvantable dans lequel il perd le nord. Et ses élèves, y compris eux-mêmes, sont dans un chaos verbal qui fuse de toutes parts, qui concerne le cours ou pas le cours d'ailleurs, dans lequel on peut même parler de choses particulièrement grossières. Et en fait, ils n'arrivent aujourd'hui à faire le silence, parce qu'ils trouvent les moyens de faire le silence, les enseignants, quand ils sont accompagnés pour faire des cours d'éducation sexuelle. Alors là, pour parler de sodomie et de fellation à des gosses de 8-9 ans, l'éducation nationale parvient à mettre le silence en classe. Alors, on va parler de l'école. Évidemment, ouais. On va parler de l'école. Mais on va finir sur ces fameuses émeutes. Donc, ça signifie en fait que ce qui s'est passé avec le policier, c'est juste les détonateurs. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y aurait eu émeute et il y en aura encore d'autres, j'imagine. Moi, je vais te dire, concernant les émeutes, j'en suis pas la première. Je pense, et je l'ai dit dans un des lives que j'ai fait sur ma chaîne, que la solution en grande partie aux émeutes, c'est l'instruction et l'intégrité de ceux qui instruisent et de ceux qui entourent les jeunes. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est dans une société qui ne pousse pas à la vertu, mais au contraire de la vertu, c'est-à-dire le vice. Ça, c'est l'ensemble de la société. Parce que, si tu veux, nous savons que je suis musulmane, par conséquent, je suis croyante, et la laïcité n'est que, finalement, l'interdiction de voir Dieu et ses œuvres dans l'espace public. Hein? Dieu est relégué, et par contre, le sexe lui-même, aujourd'hui, est totalement libre de s'étendre dans l'espace public. Donc, un enfant aujourd'hui, un adolescent, puisque cette période qui n'existait pas auparavant, mais qui maintenant s'impose par la loi justement je dirais, la loi des pédocriminels et aussi la loi de la perversité narcissique, individualiste, eh bien, nous avons des enfants qui sont en permanence confrontés dans l'espace public à l'inverse du comportement vertueux. Qui l'emporte, à ton avis, dans l'esprit de nombreux jeunes? Est-ce que c'est l'espace réduit, peau de chagrin, du milieu familial qui est lui-même submergé, parce qu'en plus, ils commettent l'erreur, les familles, de mettre la télévision et les médias pourris chez eux. C'est-à-dire qu'en plus, l'extérieur connaît un prolongement dans les familles par l'intermédiaire du grand écran de la télévision. Donc ça, c'est complètement C'est-à-dire que même les familles musulmanes, dont on dit qu'elles sont conservatrices, n'arrivent pas, malgré tout, à protéger leurs enfants de ce monde extérieur consumériste. Qui peut le protéger?
C'est mission quasi impossible aujourd'hui. En tout cas, impossible n'est pas français, paraît-il, mais il n'y a que des parents particulièrement armés, particulièrement forts, particulièrement solides qui peuvent faire face à leurs enfants au quotidien. Parce que, évidemment, si élever un enfant prenait qu'une semaine de temps, on y arriverait tous. Le problème, c'est qu'il faut tenir 20 ans, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est. Et parfois, dans certaines familles, il faut tenir jusqu'à 25 ans parce que les choses se sont dégradées de telle façon que la puberté qui était avant la date de la maturité, aujourd'hui, cette puberté ne coïncide plus avec la maturité. Quand je parle de maturité, je parle du sens des responsabilités. Aujourd'hui, entre la puberté et le sens des responsabilités et la maturité, eh ben, il y a toute une période qui est quand même encore très longue, qui fait que, évidemment, c'est épuisant pour des parents. Surtout que les mamans travaillent maintenant, y compris dans les familles musulmanes. C'est-à-dire qu'en vérité, l'enfant, il est dans ce système individualiste, le plus souvent livré à lui-même, autrement dit, livré à tout ce qui est constitutif dans la société dans laquelle nous vivons, des éléments pervers qui perturbent même y compris les adultes. Parce qu'on dit les enfants ont accès à la pornographie, certes. D'ailleurs, comment se fait-il que, comme pour le rap game aujourd'hui, les accès soient quasi libres pour les enfants en matière de pornographie? Mais les enfants, ils sont dans une société où les adultes consomment de la pornographie. C'est ce que je te dis tout à l'heure, c'est que si la société, elle pousse au cul, pour employer cette expression, bah le môme, il est derrière. Tu comprends? Si le père ou éventuellement la mère, eh bien, sont des consommateurs de pornographie, pourquoi veux-tu? Et ça, c'est dans tous les milieux. Parce qu'on ne vienne pas me dire que la pornographie est une consommation de l'immigration. Bien loin, s'en faut. Parfois même, dans de nombreuses familles immigrées, en vertu de l'islam et du caractère traditionnel de la religion, eh bien, la pornographie n'entre pas dans de nombreux foyers musulmans. Mais après, les enfants, que font-ils quand ils sont dans leur chambre? Que font-ils lorsqu'ils sont à l'école? Que font-ils lorsqu'ils sont dans les rues? C'est une autre affaire. Le père et la mère, aujourd'hui, sont dégradés. La notion de chef de famille n'existe plus dans la loi. Qu'est-ce que tu veux faire avec cela? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parent 1, parent 2 maintenant. Voilà, déjà, mais la notion de chef de famille, c'est-à-dire de responsable d'un homme qui est le papa et qui va avoir quand même l'autorité sur ses enfants et qui sera entendu par eux, eh bien, c'est déjà une notion qui a disparu des textes officiels. Donc, s'ils ont disparu des textes officiels, c'est pas un hasard, c'est qu'on les a fait disparaître dans le but de le faire disparaître dans le vécu quotidien de chaque Français. Les immigrés sont comme les autres, c'est-à-dire que je ne crois pas au grand remplacement par l'immigration. Je ne crois pas au grand remplacement des Français de souche par les immigrés. Les Français de souche les Français plutôt, pour employer ce terme qui me paraît plus juste, les Français ont été remplacés intégralement par les républicains. Les immigrés vont connaître le même sort, à moins qu'un miracle ait lieu, mais ça, je ne sais pas si on peut compter justement, dessus. parce que ces Français de souche, pour les définir, eux, ont l'impression que justement que les populations immigrées arrivent à résister à ces attaques extérieures. Mais non, mais là, tu confirmes que ce n'est pas le cas, parce que les attaques extérieures, malgré tout, cette globalisation du capitalisme, elles sont quand même très puissantes. Oui, disons que les familles immigrées, en comparaison avec les Français de souche, résistent encore. Les Français de souche ne résistent plus du tout. On parle parfois Qu'est-ce qui fait qu'elles résistent encore? Voilà. Est-ce que c'est que la religion, la culture? Ah bah oui, c'est la religion, bien sûr, c'est le rapport à la tradition. C'est le rapport à la tradition, puisque dans la tradition, nous avons, comme c'était le cas dans le christianisme, des règles de vie à respecter, auxquelles nous nous rendions volontiers. Hein? Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, il y a des viols, il y a des agressions sexuelles, il y a beaucoup de drames qui se jouent autour de la sexualité. Toutes les traditions religieuses, et je ne parle pas seulement de l'islam, interdit la relation sexuelle en dehors du mariage. Et ce n'était pas pour rien. Donc, si moi je dis aujourd'hui, tu penses bien qu'on ne va pas m'inviter, que je suis donc favorable à l'interdiction de toute relation sexuelle en dehors du mariage,
dans le temps où nous nous trouvons, je passe pour une dingue. Et pourtant, c'est bien ma position. Et c'est à mon avis bien le remède à bien des maux sexuels qui ont cours actuellement. Le viol, c'est bien une relation sexuelle en dehors du mariage. Les agressions également. La consommation de la jeune fille par le jeune homme de manière effrénée, sans engagement, c'est bien ce qui fait qu'aujourd'hui, on a affaire à de nombreuses dépressions chez les jeunes filles et chez les jeunes gens, parce qu'on ne parle pas des effets de la liberté, la fameuse liberté sexuelle, sur le moral et sur le mental des jeunes. Ces relations sexuelles libres, comme on veut bien En fait, elles ne sont pas libres, ces relations sexuelles. Elles sont soumises à la volonté du diable. Voilà. Parce que la liberté, justement, c'est de c'est de se contrôler, de s'engager et de construire une famille. Voilà ce que c'est que la liberté. C'est pas de baiser à tire-larigot comme un chien égaré dans les rues des villes et qui ne sait pas se tenir. Par définition, un être humain est un homme ou une femme et ils ont une conscience et cette conscience doit être interpellée dans leur éducation pour les amener à se dépasser. Se pisser dessus à longueur de journée sur tout ce qui passe, je suis désolée, ce n'est pas dans la nature, dans la perspective d'une élévation de l'être humain. Donc on tombe de plus en plus vers des hommes qui sont plus des hommes, des femmes qui n'en sont plus. On descend à une échelle où on tombe dans l'infra-humain. On descend sous la condition humaine qui nous est pourtant naturellement donnée à notre naissance. Ben, on voit quand même justement cette accélération. Et là, depuis, on va dire le mot crise sanitaire, ça c'est pour YouTube, d'accélération depuis la crise sanitaire, avec les questions de genre, où de plus en plus de ces gens se montrent à la télévision, parlent de transition. Voilà, on sent que vraiment on assiste à l'avènement de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, si je puis dire. Ah, ce sera ni un homme ni une femme, d'ailleurs ils le disent eux-mêmes. Hein. Qui vous fait dire que je suis une femme, qui vous fait dire que je suis un homme. Donc là, on est en train, c'est pour ça que je parle de grand remplacement, c'est que là, oui, on va être des républicains. Ça, c'est l'étape que n'ont pas encore complètement réalisé les immigrés, mais de républicains, on passe à transgenré. Alors là, c'est quand même quelque chose qui devra faire peur, qui fait peur d'ailleurs à beaucoup de gens encore, mais effectivement, l'agenda s'accélère. Je vais te dire, j'ai prévu de dire quelque chose à ce propos qui me paraît important, c'est qu'à l'Assemblée nationale, on a discuté, par exemple, de ce qu'un transgenre écroué, condamné à des peines de prison, et ça, c'est proposé par le parti de Mélenchon, pour lequel, malheureusement, des immigrés ont voté, plus ou moins en masse, j'en sais rien, parce que les chiffres sont bidonnés. Donc, on ne peut pas non plus faire des gorges chaudes sur le vote des immigrés, pas plus qu'on peut le faire sur le vote des Français. Bien. Mais en tout cas, ce texte, il est quand même vérifiable sur le net. C'est un texte qui paraît sur les sites de l'Assemblée nationale. Et en 2018 déjà, la France insoumise, dans un amendement numéro 546, demandait que les transgenres qui se présentaient en prison, qui devaient donc être écroués, le soient non pas sous leur état civil déclaré administrativement, c'est-à-dire de sexe masculin ou de sexe féminin inscrit sur leur papier d'identité, mais selon leur genre vécu. C'est-à-dire que Mélenchon et sa bande proposent que dans les prisons, on ait des hommes transgenres qui soient incarcérés chez les femmes et des femmes transgenres qui soient incarcérées chez les hommes. Et ils viennent de remettre l'amendement sur le métier ce 29 juin 2023, où on a donc les dingues, parce que moi je dis que c'est complètement dingue, de la France insoumise, et d'ailleurs le nom qu'ils portent est tout à fait révélateur, parce qu'ils sont insoumis effectivement à la loi de Dieu, à la loi naturelle. Parce que lorsqu'on envisage qu'un mec peut être incarcéré chez les femmes et à contrario une femme incarcérée chez les hommes, c'est qu'à mon avis, on a totalement perdu, si tu veux, la moindre trace d'intelligence humaine. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils vont mettre en place de l'intelligence soi-disant artificielle, parce que l'intelligence qui par définition est humaine va
être remplacé par quelque chose d'artificiel, parce que grâce à des gens comme ceux qui militent dans les rangs et qui sont les représentants de la France insoumise, eh bien, l'intelligence non seulement est en déclin, mais elle va disparaître, l'intelligence humaine, l'intelligence naturelle, pour être remplacée par ce qu'il faudrait appeler, comme le dit mon amie Véronique Lévy, par l'imposture artificielle. IA veut dire pour nous imposture artificielle. Voilà. Donc nous sommes dans une situation où on veut mettre des transgenres femmes qui sont en fait des hommes dans des prisons de femmes et inversement. Voilà. Qu'est-ce que ça dit de notre société? Est-ce que c'est la décadence? Est-ce que d'ailleurs justement, je vois que M. Poutine surfe là-dessus et il arrive à avoir nombre de soutiens, en tout cas parmi les pays hors Occident, parce qu'il montre ce clivage occidental qui est dégénérescent, dont tu parles, et le clivage du reste du monde qui cherche sa tradition. Est-ce que c'est ça aujourd'hui le clivage? C'est-à-dire dégénérescence contre tradition? Oui, incontestablement, bien sûr. Modernité contre tradition. Loi artificielle, humaine, dégénérée contre la loi divine, contre la loi naturelle. Parce que quand on parle de loi naturelle, on voit bien que les choses fonctionnaient parfaitement bien dans la nature. Et nous avons d'ailleurs eu une société qui non seulement détruit les peuples, les hommes, mais qui détruit aussi tout. Tout ce qui existe sur le plan naturel se retrouve dans des processus de disparition et de dégénérescence au préalable. On ne peut plus, moi je le constate quand je suis en France, manger des bons fruits et des légumes, aussi bête que cela. Il n'y a plus de fruits et de légumes pratiquement, sauf dans des espaces extrêmement protégés, qui ont leur goût naturel. On mange systématiquement des choses qui ont été transformées par justement des artifices qui, comme il est prévu de le faire pour l'humanité, avec ce passage de l'intelligence naturelle à l'intelligence artificielle, qui est un bobard, un de plus. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette... Qu'est-ce qu'on a pensé parce que là, encore une fois, on n'arrête pas de parler de ce chat de GPT et de cette intelligence artificielle. La première fois qu'on en a entendu parler, c'est lorsque les élèves de Sciences Po, pour la plupart, ont utilisé ce logiciel pour passer leurs examens. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette intelligence artificielle? Elle a pour but de remplacer l'homme? Elle a pour but le déclin de l'intelligence. Elle a pour but le déclin de la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances pour qu'on se retrouve très rapidement, parce que les choses vont de plus en plus vite, avec des peuples Alzheimer. Et là, ça va être terrible, hein, parce qu'on se fera liquider au Rivotril les uns après les autres. Parce que quand on sera même plus capable de se reconnaître nous-mêmes dans une glace, de reconnaître ses propres enfants, quand on sera plus capable nous-mêmes d'enchaîner des phrases correctes, qu'est-ce qui va nous arriver à votre avis? Et nous sommes dans une situation où tout se déglingue. Mais tout est voulu. Tout est voulu. Et moi, je ne veux pas rester négative. Je crois qu'il y a des solutions si on met en place une sorte d'immunité divine, un système immunitaire divin. Le système immunitaire divin, c'est quoi? C'est le faire le bien autour de soi. Ne pas être toujours dans des préoccupations individualistes, avoir la notion du bien commun, être dans une famille dans laquelle on essaye de trouver des accords pour avancer ensemble. Je te le disais tout à l'heure, les adolescents, la crise d'adolescente en partie, l'adolescence n'existait pas avant parce que l'enfant passait à l'âge adulte, parce qu'il était intégré dans une tribu, dans une famille, dans un village, qu'il y avait sa place, qu'il y était d'abord apprenti. Mais un apprenti, c'était déjà un adulte, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, en fait, on est dans une perspective individualiste de développement personnel. Et cette perspective individualiste de développement personnel détache l'enfant de sa communauté. C'est ce que demandait d'ailleurs Vincent Peillon et qui est suivi en cela par tous les ministres de l'Éducation et par tous les ministres du gouvernement, quels qu'ils soient. Parce que nous avons affaire, comme dirait Bonal, à un sac à malice, ils sont tous d'accord, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il faut conduire la jeunesse à rompre les amarres avec tout, avec absolument tout, et les amener à être en tant qu'individu isolé, la chèvre de M. Seguin qui se fait dévorer à l'aube par le loup. Justement, toi, tu as créé une structure, une forme d'école pour empêcher
enfin pour sauver ces enfants, je dirais, c'est sauver ces enfants des quartiers. Comment tu y arrives, sachant qu'en plus, M. Macron a mis une loi nouvelle qui interdit justement ces enfants de faire par exemple l'école chez soi. Alors, d'abord, Macron n'a pas interdit l'école à la maison. L'école à la maison est soumise. Dans les faits, non, mais voir, il l'a compliqué, on va dire. tu vas voir pourquoi je dis ça. Parce que je vais avoir une chute. C'est-à-dire que moi aussi, je dis, c'est une interdiction de fait. Tu as entièrement raison, Mike. Mais en vérité, l'interdiction n'est pas effective puisque les parents peuvent, s'ils obtiennent l'autorisation du ministère, enseigner à leurs enfants à la maison. Donc, c'est soumis maintenant à l'arbitraire gouvernemental, à l'arbitraire ministériel. Alors qu'avant, je le précise pour ceux qui ne le savaient pas, nous étions libres constitutionnellement de faire l'école à la maison si nous le voulions sur la base d'une simple déclaration. On n'avait pas d'autorisation à demander. Pourquoi je parle du fait que ce n'est pas interdit l'école à la maison? Parce que si c'était interdit, ça le serait aussi pour leurs amis. Et eux, ils veulent garder cette possibilité d'instruire leurs enfants à la maison. Beaucoup de personnalités que nous connaissons et que nous avons connues ont été instruits à la maison et ils ne veulent pas que leurs enfants aillent dans les écoles publiques, voire même dans certaines écoles privées qui dégénèrent elles-mêmes. Donc, l'école à la maison n'est pas radicalement interdite parce que cela permet aux amis des amis de faire l'école à la maison tout en l'empêchant pour les autres, puisque les autres, eux, n'en auront pas l'autorisation. Et les copains des coquins, eux, l'auront très facilement. Donc toi, comment tu fais pour mettre en place cette école, ce que tu fais dans les quartiers et pour justement sauver ces enfants? Comment tu t'y prends? Parce que du coup, il y a des gens qui, j'imagine, il y a beaucoup de gens, il y a 733 personnes qui nous regardent en même temps. Et donc, j'imagine que beaucoup d'entre eux voudraient aussi ne pas avoir à mettre leurs enfants dans certaines écoles publiques, on va dire. Dans l'école d'aujourd'hui, je vais le dire de manière très nette, je ne suis pas la seule à le dire, il y a les héritiers des hussards de la République qui l'ont dit avant moi, des gens comme Brigelli par exemple, mais qui se tiennent à bonne distance de moi pour la raison que je t'ai dit au début de l'émission, c'est que lui il est républicain et que moi j'affirme évidemment que je ne le suis pas du tout et que Dieu m'en préserve toujours d'être républicaine. Je ne le serai jamais. Donc la chose étant dite, nous avons donc la certitude aujourd'hui que les niveaux scolaires de nos élèves, de nos enfants à l'école est de plus en plus bas et continue sa chute vertigineuse vers une ignorance crasse dont on se demande comment cette société dans laquelle nous nous trouvons se relèvera un jour. C'est un plan, c'est un complot, je le dis tout net. Il ne s'agit pas d'avoir peur des mots, il y a un véritable complot qui est monté depuis les années 80 contre l'instruction, contre le développement de l'intelligence, contre la transmission de la culture française en l'occurrence, mais à partir de la langue et de la maîtrise de la langue, on peut avoir accès à beaucoup d'autres savoirs. Bien. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire lorsque j'ai entendu que l'école à la maison allait connaître une interdiction de fait, c'est-à-dire qu'elle serait soumise à autorisation, d'abord j'ai eu les boules. Je me suis dit, les pauvres parents, moi j'avais profité de cette école à la maison pour mes enfants pendant toutes leurs années de scolarité. J'ai donc fait l'école à la maison pour mes enfants jusqu'à ce qu'ils aient 16 ans et qu'ils s'introduisent ensuite dans une formation professionnelle. Mais je me suis imaginé, moi, à la place des parents aujourd'hui, pas seulement dans les quartiers populaires, parce que ceux qui nous suivent ne sont pas seulement des familles des quartiers populaires. Beaucoup de familles de quartiers populaires, mais pas seulement. D'ailleurs, à ce titre, on peut remarquer que les familles des quartiers populaires sont héroïques pour nombre d'entre elles, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, que pourrais-je proposer? D'ailleurs, il faudrait que je te parle de quelque chose concernant les émeutes, je reviendrai là-dessus tout de suite, je le note. Par rapport à l'instruction, justement. Je me suis dit, mais l'école, l'instruction en famille, maintenant, va être quasiment interdite pour beaucoup de familles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Il y avait le premier plan que je proposais, c'est la fuite, c'est-à-dire quitter la République française, aller dans des pays où il est encore possible
d'instruire ses enfants en sécurité et en famille, les éloigner de l'instruction, de l'initiation sexuelle, de la saloperie d'éducation sexuelle, parce que tu vois, le mot m'a brûlé, donc je l'ai dit, mais c'est vraiment une éducation absolument abjecte qui ouvre les portes à la consommation de la pornographie et non pas le contraire, hein, contrairement justement à ce qu'on veut bien nous servir. Donc je me suis dit, mais comment faire? Il y a beaucoup de parents qui ne vont pas pouvoir quitter cette république perverse, cette république sexualisante, cette république délinquante, hein, parce que le premier niveau de la délinquance, il est en haut, n'est-ce pas? Et donc constitue par là même un modèle pour la jeunesse. Donc que faire? Et je me suis rappelé que dans le temps, que ce soit pour le catéchisme ou pour l'école, le catéchisme musulman, on va dire, eh bien les enfants, quand l'école publique s'est imposée par la force des armes et du harcèlement pervers républicain, eh bien les enfants allaient au catéchisme très très tôt le matin avant l'école publique. Et je me suis dit, ben voilà la solution. Donc j'ai proposé l'école à la maison avant l'école, à titre expérimental pour ceux qui auraient été et ont été intéressés par ce projet. Et nous avons donc eu une cinquantaine d'inscriptions. Sur la base de ces 50 familles, nous avons mis en place, avec mon collaborateur Roman Rodriguez, 4 heures de cours le matin de 6h30 à 7h30 du matin avant d'aller à l'école. Et nous avons trouvé moult parents des quartiers populaires qui ont dit « nous partons avec vous » et qui lèvent leurs enfants à 6h du matin pour qu'ils reçoivent le lundi et le mardi matin un enseignement de français, enseignement classique, enseignement traditionnel où on trouve de la grammaire, de l'orthographe, de l'explication de texte qui n'existe plus dans l'éducation nationale, de manière rigoureuse et suivie. Eh bien, 2 heures de français et 2 heures de calcul mathématique le jeudi et le vendredi, et je le répète, de 6h30 à 7h30 du matin, à la condition, bien évidemment, que ces enfants qui nous suivent, qui suivent notre enseignement, se couchent du coup bien plus tôt. Mais tu vois, l'intérêt, c'est qu'ils se couchent plus tôt et par conséquent, ils ont diminué leur consommation d'heures d'accès aux réseaux sociaux. Donc, on s'est retrouvés avec une cinquantaine de familles et nous mettons à disposition les replays. Et nous avons donc, depuis le mois d'octobre dernier, et nous finissons l'année scolaire, depuis le 1er octobre dernier, nous avons fait cours à la maison avant que nos élèves aillent à l'école et les résultats sont extraordinairement intéressants. D'abord, le premier constat, c'est que nous avons eu affaire aux familles des quartiers populaires qui nous ont suivis sur ce projet. Donc, on ne nous dise pas, en tout cas en notre présence, que nous avons des parents irresponsables dans les quartiers populaires et qui ne retroussent pas les manches. Les gars, les mamans, les papas, ils ont vraiment mouillé la chemise. Hein? C'est quel profil pour que les gens puissent comprendre? Ben, ce sont des gens qui sont des musulmans et qui viennent le matin de 6h30 à 7h30 pour apprendre la langue française, en faisant de la grammaire, de la conjugaison, de l'explication de texte, beaucoup de grammaire, et c'est là où on a vu les dégâts. On a des enfants qui ont été plusieurs années à l'école et qui ont donc des parents engagés. Parce qu'on ne peut pas dire que les parents de nos élèves ne sont pas engagés. Ils se lèvent à 5h30, 6h, ils mettent les enfants devant Zoom dans notre classe virtuelle en ligne à 6h30, ils restent présents aux côtés des enfants pendant nos cours, de façon justement à les assister, pour être sûr qu'ils suivent bien le cours, qu'ils ne sont pas en train de zapper sur un autre programme. Ils les soutiennent, ils leur soufflent parfois les réponses. Ils font ensuite les devoirs avec eux que nous demandons. Donc là, nous avons affaire, si tu veux, à des familles musulmanes qui sont, on va dire, entre quartiers populaires qui contient des petites classes moyennes, mais très engagées dans l'instruction de leurs enfants. Est-ce que c'est des parents nés ici ou est-ce que c'est des parents qui ont immigré, oui, qui viennent du pays? Beaucoup de parents nés ici, d'accord, comme moi par exemple, mais quelques parents qui viennent du bled. Quelques parents qui viennent du bled, moins nombreux, et nous avons en direct, parce qu'en fait, il y a deux options. Il y a le cours en direct, n'est-ce pas, où pour une connexion, on peut avoir 2 ou 3 enfants qui suivent.
qui suivent. C'est-à-dire qu'en fait, on fournit une connexion à 50 € le mois, tu vois, c'est rien du tout. Même le Pakistan ne fait pas moins cher que nous concernant les tarifs. Eh bien, nous, on propose une connexion à 50 € par mois pour 4 heures de cours par semaine, de 6h30 du matin à 7h30 du matin. Et pour chaque connexion, on peut avoir entre un élève ou 2 ou 3 ou 4 selon le nombre d'enfants présents dans la fratrie. Et le prix ne change pas. Donc, Et ce c'est n'est des pas enfants de une quel âge? opération commerciale. Ce n'est pas une opération commerciale. Bien sûr, ben alors à 50 €, mais c'est des enfants de quel âge? Alors, ce sont des primaires. C'est-à-dire que D'accord. nous avons considéré que pour une première expérience, puisque évidemment, en n'étant que 2, avec aucun budget, nous avons pris en charge des enfants âgés de 8 à 12 ans. Parce que qu'ils aient 8 ans ou 12 ans, ils ont exactement le même niveau, c'est-à-dire le niveau néant. Ah Donc, nous, bon? on reprend. Attends, là, il faut vraiment, que les gens comprennent. Oui. Quand tu dis le niveau néant, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'à 12 ans, normalement 12 ans, je crois qu'on est en 6e ou même en 5e, je pense. Est-ce que, par exemple, un enfant de 12 ans que tu reçois, est-ce qu'on peut dire qu'il est, je vais pas dire illettré, mais quasiment à cause de l'enseignement qu'il a reçu en Ah amont? oui, on peut le dire. Et d'ailleurs, ça a été le cas de tous mes élèves pendant 25 ans. Moi, j'ai découvert cette réalité quand je suis arrivé à l'éducation nationale assez vieille. J'étais étonné. C'est-à-dire que sortant de l'école républicaine, où j'avais quand même appris à lire et à écrire, puisque c'était une époque qui considérait qu'en effet, il était important que le peuple connaisse sa langue, on est passé à partir des années 80 à l'opinion inverse, camouflé derrière des considérations pédagogistes, très favorables aux enfants, soi-disant. Bon, en vérité, ça a été des considérations pédagogistes contre l'instruction des enfants. Mais ça, quand je dis que nos élèves, quand on les a reçus en début d'année, étaient en grande difficulté et leurs parents en étaient conscients et ont vu dans cette solution une panacée, tout en n'étant pas miraculeuse, puisque nous luttons contre l'illettrisme fabriqué par l'éducation nationale à raison de 4 heures par semaine, quand l'éducation nationale fait le boulot inverse pendant 30 heures ou 25 heures. Donc, c'est un combat, c'est une véritable guerre contre l'illettrisme que nous avons mené cette année dans notre école en ligne. Et je dois saluer les parents qui nous ont suivis avec leurs enfants pendant une année complète. Et nous avons fait ce cours encore ce matin. J'étais encore en cours ce matin dans notre école. Et nous avons fait des cours, y compris les jours fériés, et les vacances scolaires. Tu vois, notre année scolaire se termine à la fin du mois de juillet parce que nous nous battons avec l'aide des parents et leur collaboration et leur consentement, pour employer le mot à la mode, Mais pour sauver justement, leurs enfants. de quoi sont-ils demandeurs, ces parents aujourd'hui? Parce que souvent, les médias nous disent, oui, mais les parents sont souvent soit dans la victimisation, soit ils sont contre le maître. Les parents que tu as, toi, qu'est-ce qu'ils demandent? Voilà, qu'est-ce qu'ils te Bon, pour demandent parler de par rapport à leurs victimisation, enfants? alors moi, comme tu le disais au début de l'émission, je ne dis pas comme tout le monde, moi, je ne crache pas sur la victimisation. Je pense qu'il y a des victimes. Quand on est dans un système pervers narcissique, on a bien des victimes. Quand on a des manipulateurs pervers, on a bien des manipulés par ces manipulateurs pervers. Alors, il faudrait quand même arrêter de cracher sur ce qu'on a nommé, pour le dénigrer, la victimisation. Dans la société moderne, dans la république maçonnique, il y a des victimes. Bien sûr qu'il y a des victimes. Et on ne peut pas dire, comme certains, les racailles du haut sont en collusion de manière objective, au moins, avec les racailles du bas, parce que c'est comme si on disait que le pervers narcissique, il est en collusion et en complicité avec sa victime. N'est-ce pas? Donc là, on est dans une erreur totale qui conduit à la confusion et qui nous empêche de trouver des solutions. Parce que qui dit confusion dit absence de solution. Nous avons en effet des gens qui sont victimes. Quand on a été une femme ou un enfant violé, on est bien une victime. Quand on est manipulé par un pervers très doué dans le domaine, on est bien une victime de la manipulation. Et d'ailleurs, tous les peuples, enfin tous les peuples, oui, on va dire les peuples aujourd'hui, les populations, si on reprend un certain nombre de textes classiques comme celui de la psychologie des foules de Gustave Le Bon, on voit bien que des études ont été menées
pour les manipuler. Donc, ces peuples-là sont bien victimes d'une manipulation. Donc, le terme de la victimisation, c'est scandaleux. Hein, excuse-moi de le balancer un peu comme ça, vertement, mais on ne doit pas rentrer dans cette, comment dirais-je, dans ce dénigrement des victimes. Parce qu'à ce moment-là, les féministes, il faut aussi leur dire que quand elles se font violer, pourquoi parlent-elles de ce crime qui peut être perpétré contre les femmes? Donc, il y a des victimes dans la société perverse, évidemment, par définition. Des enfants violés, des femmes violées, des gens manipulés. J'ai été victime, tu es aussi à l'occasion une victime de manipulation et nous ne devons pas mettre le bourreau dos à dos avec sa victime à égalité. C'est une erreur très grave qui est commise en ce moment. Par conséquent, ce qu'il faut maintenant, c'est considérer que c'est pas parce qu'on est une victime qu'il y a une fatalité. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on peut être résilient. Résilient, ça veut dire qu'on peut guérir de ce qui nous est arrivé. Et donc nous, par rapport aux familles, aux enfants de ces familles que nous recevons tous les matins, eh bien, on les aide justement à trouver des solutions positives pour essayer de sauver les meubles. Et on va le faire sur de nombreuses années, parce qu'on a bien conscience que ces 4 heures par semaine, même au bout d'une année, ne parviennent pas au résultat escompté. Le résultat escompté, c'est la maîtrise totale de la langue française, du lire, de l'écrire et du calcul mathématique, et aussi de la transmission de l'amour du texte, c'est-à-dire de l'amour de l'instruction de la culture. Nous voulons donner à ces enfants qui nous suivent, avec l'aide de leurs parents, sans les parents desquels ce ne serait pas possible de faire des cours en ligne sur le net. On connaît les enfants. Là aussi, s'ils n'étaient pas encadrés par leurs parents, ils apprennent le cours. Or, nous avons la présence constante de leurs parents à leur côté, et pour ça, écoutez, on peut que les féliciter et se dire que finalement, quand on crache sur les quartiers populaires, eh bien, on se trompe. Parce que là comme ailleurs, il n'y a pas d'uniformité. Alors évidemment, on veut les noyer dans la mauvaise réputation. Hein? Et d'ailleurs, j'ai dit aux jeunes récemment, ou je le redirai à ceux qui m'ont écouté, que ne vous conformez pas à l'image que Satan veut imposer dans la société française. Quand on vous dit vous êtes des racailles, ne vous conformez pas à cette réputation. Que vous êtes des pilleurs, ne vous conformez pas à cette mauvaise réputation. Transcendez, soyez des résilients, mais sachez tout de même, cher ami qui m'écoutez et Mike, qu'un jeune, c'est un jeune, et s'il n'y a pas de guide, s'il n'y a pas d'adulte solide, s'il n'y a pas de milieu, puisqu'on ne peut plus parler de société vertueuse, mais si le jeune n'est pas intégré dans un milieu vertueux, bah, c'est très, très difficile. Comme il est, je le répète, très, très difficile aujourd'hui pour des parents, dans la société perverse et vicieuse dans laquelle nous sommes, d'élever des enfants pendant 20 ans. Donc, ces émeutes, je voulais le dire tout à l'heure, parce que ça nous rapproche à la... Tu as noté un petit truc là, donc dis-nous. Oui. Tu sais, j'avais dit tout à l'heure que ce n'étaient pas les premières émeutes que personnellement je connaissais et que même la France connaissait. Moi, j'ai été traumatisée par les émeutes de 2005. J'étais déjà enseignante. Moi, j'avais fait les maraudes à l'époque avec à Clichy-sous-Bois. Donc, je me rappelle très bien pour le coup. Voilà. Eh bien, moi, ayant été traumatisée, le temps que j'encaisse le coup, j'ai fait une proposition comme j'en fais toujours. Et j'ai proposé un protocole, un processus de remédiation qui était dans mon esprit chargé de rattraper des jeunes sur le plan de l'instruction par des personnes intègres. Donc, j'ai eu l'idée de ce protocole, de ce, comment dirais-je, de ce processus pédagogique que j'ai appelé RAID, R-E-I-D, avec un petit clin d'œil pour le RAID policier, mais moi, tu vois, c'était plutôt le RAID de l'instruction. Hein, parce que je pense que la répression policière n'est pas la bonne réponse en règle générale. Je suis pour qu'il y ait une police dans chaque pays, mais si c'est une police qui éborgne, qui ampute et qui tue à bout portant, je ne pense pas qu'on trouvera dans ces rangs-là, hein, contre les gilets jaunes, contre la jeunesse des banlieues, contre la population française dans son ensemble, je ne pense pas qu'on trouvera dans les rangs de cette police qui se comporte de cette façon-là
des hommes, puisque ce sont encore des hommes, mais maintenant il y a même des femmes, hein, théorie du genre oblige, qui seconderont justement des processus de remédiation. Donc moi, je suis pour l'instruction, et l'instruction par des gens intègres. Donc, j'ai dit, voilà, je prends 12 jeunes, toute race, toute religion, 6 filles et 6 garçons, et je leur envoie à la maison un instructeur qui les prend 2 heures par jour. Et l'après-midi, ils vont faire des stages dans le monde professionnel. Je l'ai appelé RAID. Il me fallait un budget parce que pour ces instructeurs, il me fallait trouver une masse salariale pour les payer. Ben, écoute, je n'ai été suivi par personne à l'époque. Et quand je dis personne, ce sont des institutions, puisque je suis monté jusqu'au gouvernement Villepin de l'époque où j'ai été reçu par Azouz Begag, qui me connaissait des années beurre, auquel j'ai présenté le projet, et je suis allé partout dans les institutions. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu, monsieur Begag? Il m'a renvoyé vers quelqu'un qui s'en est foutu comme lui. Alors que moi, je voulais faire la démonstration qu'en une année, je pouvais repêcher des adolescents, refaire que ceux-là soient instruits et qu'on pouvait ensuite les reverser pour employer ce terme-là, soit dans un système scolaire honorable, soit dans un apprentissage, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, ça n'a pas été possible. Je me suis ensuite retournée vers le peuple, puisque j'avais été chercher des financements institutionnels qui m'ont tous été refusés. Pourtant, j'avais un collaborateur qui était très compétent dans le domaine des devis, parce que moi, c'est pas trop mon genre, je veux dire, mais j'avais vraiment fait le boulot comme il le fallait, c'est-à-dire moi, rédiger le contenu du protocole, et lui, il avait calculé le budget qu'il fallait mettre en place, et tout était parfait. Alors, je n'ai trouvé personne. Tu te rends compte? C'est-à-dire que lorsque, après les émeutes de 2005, j'ai été élue de celle, je ne dis pas que j'étais la seule, hein, mais en tout cas, moi, j'ai mis en place un projet qui devait absolument, normalement, se réaliser pour faire une démonstration. Alors, évidemment, c'est peut-être cette démonstration qui a gêné aux entourloupes les institutions, parce que si j'avais pu, au bout de mon expérimentation, pas sexuelle, mais intellectuelle, montrer que les gosses qu'on avait foutus à la rue à l'âge de 16 ans sans qualification, auxquels j'envoyais des instructeurs, des précepteurs en quelque sorte, chez eux, aussi bien pour les instruire que pour rassembler les parents avec les enfants, pour redonner de l'autorité également aux parents. Parce qu'il faut savoir que l'échec scolaire rompt les liens entre les parents et les enfants. Et après, vous avez des types comme Macron qui vient dire les parents, responsabilisez-vous, l'autorité parentale. Mais elle a été pétée, cette autorité parentale, par la République maçonnique. Est-ce que justement, cette autorité, mais aussi l'autorité... on va dire ce qui s'est passé là avec le policier et le jeune Naël, est-ce que ça a été rompu parce que la novlangue fait que, manquant de mots, dorénavant, les jeunes n'ont plus les moyens d'exprimer soit des émotions, soit des envies, des désirs. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais les jeunes, même, c'est sûr, c'est évident. Je l'ai vu pendant mes 25 ans ou 30 ans d'enseignement à l'éducation nationale, ils n'ont pas les mots pour le dire. Ça, c'est clair, puisqu'on ne leur a pas appris. Il n'y a plus de leçons de vocabulaire, il n'y a pas de leçons de rédaction. Je le répète, pas de grammaire, pas d'orthographe, pas de conjugaison, pas d'explication de texte. C'est un désert intellectuel. Par contre, il y a plein de projets sexuels, plein de projets, comment dirais-je, pédagogistes qui servent à rien, où on demande aux gosses d'écrire des bouquins alors qu'ils ne savent même pas écrire leur nom, tu vois. Et on considère aujourd'hui à l'école que les fautes d'orthographe, ce n'est pas un problème, il faut bien comprendre. Et on va même dans les maisons d'édition adapter les écrits destinés aux enfants. Alors sur le plan sexuel, c'est évident, homosexualité, transgenre, et tout ce qui est les orientations sexuelles les plus ubuesques, n'est-ce pas? C'est-à-dire les moins susceptibles normalement d'être prises en compte par des enfants, c'est ce que je veux dire. Eh bien, les maisons d'édition elles-mêmes réécrivent les textes pour enfants. Par exemple, le Club des 5, que j'ai lu moi et qui avait été écrit dans une langue d'un registre soutenu, eh ben, on y a fait actuellement, dans les nouvelles éditions, disparaître le passé simple. Ah bon? Ben oui. Ah, quand même. Tout le monde est de mèche. Ça va. Tout le monde est de mèche. Comme dirait Bonald, c'est le sac à malice. Et la danse, dans ce sac, tu y trouves les politiques, tu y trouves les pédagogistes. C'est-à-dire qu'il y a une envie, est-ce qu'il y a une envie en fait de
de faire de ces gens des gens qui ne réfléchissent pas parce que le régime a peut-être peur d'un soulèvement. Parce que lorsqu'on réfléchit, ben on se soulève pour le coup. Alors que lorsqu'on ne réfléchit pas, on est soumis. Oui, on se soulève ou on travaille de telle sorte à être indépendant. Parce Vraiment. que les soulèvements, ça finit encore chez les flics. Hein. Pas faux, ça c'est vrai. Sauf si les soulèvements sont, comment dirais-je, programmés. En tout cas, ceux qui peuvent y participer et qui ne font pas partie du sérail, ils finissent en comparution immédiate. Voilà. Donc moi, les soulèvements, je m'en méfie beaucoup. Je crois que, comme le disait mon père, quand j'allais à l'école, écoute-les mais ne les crois jamais. J'ai compris qu'il fallait se retirer. Moi, je suis pour que nous menions parallèlement à la société perverse des opérations de salut public. Moi, dans mon domaine de l'instruction, mais ça peut aussi être mené dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'alimentation, etc. Ou même de la fabrication d'objets. Je suis pour qu'on reconsidère la production des objets. Malheureusement, aujourd'hui, cette société a une école qui fabrique des consommateurs au mauvais sens du terme. De toute façon, consommer est une mauvaise chose. Mais ces élèves que tu reçois, est-ce qu'ils n'ont que des problèmes, on va dire, de lecture, de grammaire et de calcul, ou derrière, il y a d'autres problèmes aussi qui s'agrègent à ça? De quel type de problème tu veux Ben, parler? Des peut-être, problèmes je ne sais sociaux? pas moi, parce que tu as parlé de nourriture, peut-être de malbouffe, Ah ben c'est sûr, peut-être de même toute de façon. santé. Moi, je remarque une chose chez les enfants, je remarque que beaucoup de mômes se cassent le bras, donc ils manquent de calcium, vous voyez, des choses comme Vraiment. ça. Est-ce que tu vois d'autres problèmes Alors, dans autres les que enfants que j'ai d'éducation? connus oui, dans les enfants que j'ai connus à l'éducation nationale, certainement, mais chez ces familles qui nous suivent le matin dans notre école, à la maison avant l'école, tu t'imagines bien que c'est une élite. C'est une élite des quartiers populaires. C'est une élite, c'est une vraie élite celle-là, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent. C'est-à-dire qu'ils se préoccupent non seulement de la qualité de l'instruction de leurs enfants, en recherchant des maîtres, des vrais maîtres, dont nous venons partir Roman et moi, mais ils se préoccupent aussi de donner évidemment à leurs enfants une alimentation saine. Et Tu sais pourquoi je aussi, te dis ça? Parce que mais tu as quand je raison, rentre chez moi quand je rentre chez moi le soir, ben, je vois des familles acheter des kebabs avec 5-6 kebabs et rentrer parce que ce sera le dîner de la maison, quoi. Enfin, tu vois, ça, oui. je trouve ça quand même. Ah bah c'est très grave, mais si tu veux, ceux-là, ils ne font pas partie de ceux qui nous contactent pour que nous venions à leur aide pour instruire leurs enfants. De toute façon, je vais te dire quelque chose, hein, nous sommes à la fin des temps, la masse va sombrer. La masse va On sombrer dans pourra la pas sauver République. tout le monde. Pourtant, on peut pas sauver C'est-à-dire tout le monde. que malheureusement, si on regarde même les textes sacrés, ce qu'on apprend, ce qu'on y voit, ce qu'on y lit clairement, quel que soit d'ailleurs le texte religieux, quel que soit le texte de la religion en question, c'est qu'une minorité qui va en sortir. Nous avons une minorité qui nous opprime, qui opprime le plus grand nombre. De ce plus grand nombre, il ne sortira qu'une minorité, malheureusement. Tu te penses bien que nous deux, avec le peu de moyens que nous avons, on ne va pas pouvoir sauver beaucoup d'enfants. Mais ceci étant pourtant, j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est que cette année, on n'avait qu'une seule classe et l'année prochaine, on est en mesure d'en ouvrir 2 autres. Donc, nous aurons 3 classes. Pour te Ça fait dire, combien d'élèves? les classes sont constituées de familles. C'est ça qui est intéressant Ah oui, et c'est qu'il vrai. faut comprendre. C'est-à-dire que nous avons la fratrie en présence des parents. Ça veut dire que le parent lui-même, qui est là pour surveiller ses enfants, donc il n'y a pas de problème de discipline du coup, hein, pour surveiller ses enfants, eh bien, il apprend en même temps le métier de maître. Ça veut dire que si demain, Internet est coupé ou si nous mourons pour une raison ou une autre, ils pourront continuer sans nous. C'est-à-dire qu'à la fois nous enseignons aux enfants et par là même nous formons les parents. Donc il ne s'agit pas d'un nombre d'élèves par classe, il s'agit d'un nombre de familles par classe. Je n'ai pas le compte parce qu'on n'est pas des... Roman, est-ce que tu peux me dire combien ils étaient? Moi, je pense qu'ils étaient une trentaine de familles en direct et nous mettons en ligne le replay
Et nous avons des familles qui suivent en replay pour des raisons qui tiennent au fait qu'ils ne peuvent pas être présents au cours de 6h30 du matin à 7h30. Il y en a qui préfèrent suivre le cours sur un autre créneau horaire. Donc, l'année prochaine, nous allons ouvrir 2 autres classes, peut-être 3 si tout va bien. Et demain ou après-demain, nous partons former les 3 enseignants qui nous ont manqué cette année pour ouvrir ces 3 nouvelles classes. Et ces enseignants, je te le donne en 1000, devine chez qui on les a recrutés. Je ne sais pas. Ben, Dans les quartiers populaires. Oui, mais en vertu de ce que je viens de te dire. Quels vont être les 3 enseignants qui vont se joindre à nous? Eh ben, c'est des parents, des enfants qui ont suivi l'année avec nous, qui avaient déjà un niveau, bien évidemment. Mais tu vois, on n'a pas voulu faire d'annonce sur le net parce qu'on avait peur d'être infiltré. On connaît la leçon, nous. On a été infiltré pendant la JRE, ça nous a coûté très cher. Donc, on est resté discret toute l'année. On a fait le travail pour que notre expérimentation aboutisse au but. Le but, nous l'atteignons le 29 juillet. Nous avons eu tous les 4 jours par semaine, parce qu'on leur a laissé mercredi et samedi et dimanche, les enfants de 6h30 à 7h30 du matin avant qu'ils aillent à l'école. Et ils ont fait, les parents nous le disent, non seulement des progrès sur le plan scolaire. Mais voilà, justement, et les progrès, ils se chiffrent comment? Est-ce que tu sens vraiment un différentiel entre le début de l'année et maintenant incontestablement? Oui, même si le niveau reste encore difficilement maîtrisable, parce que de toute façon, même dans l'ancienne école, pour maîtriser le lire, l'écrire et le compter, ça prenait plusieurs années à raison de 6 heures par jour. Donc nous, non seulement on n'a pas affaire à une matière vierge, ce qui rend les choses plus compliquées, parce qu'il y a les dégâts de l'école publique qu'il faut redresser. Et il y a aussi la transmission qui ne s'est pas faite que nous faisons. Donc, nous n'avons pas décidé en début d'année d'avoir un programme fixe derrière lequel les mômes allaient courir avec nous. Nous avons décidé de prendre notre temps pour qu'une notion de grammaire, comme le nom par exemple, nom commun, nom propre, soit effectivement maîtrisée avec le temps qu'il fallait pour qu'ils le saisissent, qu'ils saisissent cette notion et qu'ils la pratiquent. Voilà. Et ce qui est formidable, c'est que les enfants de cette première classe que nous avons créée cette année, ben figure-toi qu'ils nous suivent l'année prochaine. Donc, ils vont arriver pour une deuxième année dans notre école à la maison, avant l'école. Et je vais même te confier un secret dont j'ai parlé à personne, c'est que nous avons fait une rencontre en présentiel avec nos élèves et leurs parents, parce que toute l'année, nous les avons eus en virtuel, sans même voir leur visage, parce que en raison de la diffusion du replay, nous ne voulions pas que leur visage apparaisse. Donc, on n'a jamais vu les visages de nos élèves. On entendait leur voix, éventuellement les chuchotements de leurs parents qui leur soufflaient les réponses, puisque j'ai autorisé les parents à souffler les réponses pour que l'enfant ne soit pas systématiquement, avec le peu de temps que nous avions, conduit à l'échec, n'est-ce pas? Et donc, nous avons organisé un grand week-end dans un très grand gîte et tous les parents sont venus avec leurs enfants qui nous avaient suivis toute l'année scolaire. Et figure-toi qu'il en est venu même de l'étranger. Voilà, donc c'est une année formidable que nous avons vécue. Et nous en sommes, Roman et moi, à la fois très heureux et, je sais pas, très fiers. Oui, on peut être fier quand même des fois. Ah, c'est pas rien ce que tu fais. Je comprends. Enfin, inviter Farida Belgoul pour qu'elle parle de ça, mais enfin, je sais pas, c'est quand même pas rien. Monsieur Papendiaï, si vous nous regardez. Ah non, surtout pas lui. Alors, eux, pas de concession. Moi, je veux bien être invité par tous les médias susceptibles de me donner un temps de parole respectable. Mais sinon, les gens du gouvernement, jamais. Je ne parlerai avec eux. Tu sais, quand j'ai fait la... T'as bien raison. Jamais. Mais quand j'ai fait la JRE... Comment faire pour vous aider? Comment faire, les gens qui nous regardent,
comment faire pour s'inscrire peut-être, pour vous aider? Peut-être qu'il y a des parents qui veulent. J'ai vu Alors, ceux qui une veulent nous auditrice aider, on ne va Lamien qui a pas l'air en d'être parler. intéressée. Écoute-moi, Voilà. ceux qui veulent nous aider, on ne va pas en parler là sur YouTube. On est sur YouTube, n'est-ce pas? Oui. Oui. Parce que je me méfie des annonces publiques qui peuvent nous conduire dans des T'as impasses raison, t'as douloureuses. raison. Voilà. Donc, ceux qui veulent nous aider, nous écrivent. Tout simplement, si tu peux mettre notre adresse à contact arrobase, ou je donne l'autre peut-être. Non, mais contact arrobase mouvement-du-6 jre.com. JRE, ça veut dire journée de retrait de l'école. Alors, Contact. Farida va m'envoyer ça tout de suite, enfin, quand on aura fini, et moi, je ferai publier par l'administrateur en D'accord. description. Donc, vous aurez Super. ça. Voilà. Voilà. Avec ces gens qui nous contacteront, c'est-à-dire qui feront la démarche, parce que nous contacter, c'est déjà un premier pas dans l'engagement, si tu veux, Bien que sûr. ce soit pour faire instruire leurs enfants ou pour tenter de nous aider en tant qu'enseignants ou secrétaires, parce que par exemple, là, avec 3 classes, on va avoir une rentrée sur les chapeaux de roue, parce qu'il va falloir gérer les inscriptions, et nous avons fait tout cela tout seul, toi et moi, Roman. Je vais vous présenter Roman, viens voir. Bah, viens te Le montrer, prof. Roman. Le prof de maths, s'il te plaît. Parce que Ah, bon, donc toi, tu es français et Roman fait les maths. Voilà. Ouais, voilà. Bonjour Bah, à vraiment, tous, bravo bonsoir. pour le coup. Toi aussi tu es prof à l'éducation nationale ou ancien prof, ton parcours un peu? Alors moi, je fais des profs, enfin j'ai fait déjà en fait des cours en présentiel et bon là un peu, enfin la visio cette année c'était nouveau pour moi, mais ça s'est super bien passé. C'était génial. Voilà. Et Est-ce que tu étais prof à l'éducation nationale? Non, je Il n'étais t'a pas prof demandé. au niveau de l'éducation nationale, même si j'avais déjà enseigné en présentiel dans des classes. Au Maroc. J'ai fait des cours au Maroc quand j'étais au Maroc, mais non, à l'éducation nationale jamais. Et en fait, celle qui m'a formé sur le plan pédagogique, c'est la présidente. Farida. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que te disaient les enfants pendant les cours de maths? Voilà, de quoi étaient-ils demandeurs? Qu'est-ce qu'ils te disaient? Ça, je voudrais bien savoir. Tiens. En fait, moi, ce que j'ai constaté, enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails du cours de maths en lui-même, c'est que, en fait, bon, j'ai commencé à préparer mes cours, j'ai constitué mes cours avec l'aide de Farida au début, parce que c'est vrai que sur le plan pédagogique, bon, elle, que ça soit en français, en histoire géo, etc., elle est sur le plan pédagogique, voilà, elle est imbattable. Donc, j'ai suivi ses pas. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que, en fait, les enfants ne savent même plus compter. Ouais. C'est ce que j'ai constaté au départ. Donc, en fait, déjà, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Quand il y a une question, quand il y a une consigne, ils ne comprennent pas la consigne, ils ne comprennent pas le sens des mots, ils ne savent pas compter. Par exemple, une consigne qu'ils ne comprendraient pas. Comment? Une consigne qu'ils ne comprendraient pas. Je ne sais pas, par exemple, voilà, aujourd'hui, il y a maman part à la boulangerie, elle doit acheter, je ne sais pas, 4 baguettes à 1 € chacune. Combien a-t-elle dépensé? Voilà, un truc tout bête comme ça. Combien ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent même pas la question. Ou bien en français. Et ils ne comprennent même pas quand c'est écrit, quand ils doivent le lire. Quand ils lisent à voix haute, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Oui. La question est posée, ils ne comprennent pas la question. Quand ils font des réponses, alors ça en mathématiques, moi je l'ai eu beaucoup, leur réponse en fait est constituée que d'un seul mot, comme si c'était une réponse sur WhatsApp ou par SMS. Tu vois? Non, mais c'était déjà le cas avant, sauf que nos maîtres avant, on a toujours répondu par un seul mot. Quand un maître de l'ancien régime, y compris, posait une question à un enfant, il répondait par un mot. Mais le maître était là pour lui dire « fais une phrase complète ». Voilà. Fais une phrase complète. Le maître était là pour dire « lis la consigne ». Que te demande-t-on? Qu'est-ce qu'on te demande? Qu'est-ce que tu dois faire? Démontre pour comprendre. Voilà. Démontre pour comprendre. Toujours. Et là aujourd'hui, c'est plus fait à l'école. Et là, on a affaire à des enfants de très bonne volonté. Roman dit que je l'ai formé, c'est vrai, mais lui aussi, il était de très bonne volonté parce qu'il a atteint à son autonomie en tant qu'enseignant très vite. Quand on vous dit que pour être prof, il vous faut 10 années de galère chez les francs-max, c'est pas vrai. Il faut de la bonne volonté
et une mentalité qui accepte la hiérarchie, puisque c'est la seule mentalité qui permette la transmission. Vous comprenez? Lorsqu'on est à égalité avec ses enseignants, il n'y a plus de transmission possible. Bref, donc nous avons eu des enfants qui étaient encouragés et soutenus par leurs parents pour participer à des cours qui nous ont montré les lacunes produites par l'éducation nationale. Ah oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, et puis, pour eux, si vous voulez, c'est pareil. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que quel que soit l'âge, que ce soit des enfants de 7-8 ans qu'on avait pour les plus jeunes à des enfants de 12 ans, c'est que, en fait, on en a des 12. Oui. C'est qu'en fait, quand on parle de niveau scolaire, moi, je dis qu'il n'y a plus de niveau. Non. Il n'y a pas de niveau. Nous, on le constate avec nos élèves et comme l'a dit ça veut dire quoi, pas de niveau? Ce sont des élites. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de niveau? C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas d'acquis, il n'y a rien. En fait, c'est de l'espèce de… Mais il y a la volonté d'apprendre. Voilà. Et par conséquent… Mais ça démontre que c'est quand même un drame. En fait, c'est quand ils sont arrivés, j'ai compris ce qu'a dit Mike, c'est quand ils sont arrivés dans notre école, qu'est-ce qui se passait? Donc, pour répondre à sa question, quand ils sont arrivés dans notre école, ils étaient démunis. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence de niveau, par exemple, entre un enfant de 12 ans et un enfant de 8 ans. C'est ça. Il n'y avait rien. On peut le dire. Mais parce qu'il faut comprendre que ça paraît toujours théorique ce que je raconte. Quand je dis qu'il n'y a pas de cours, c'est vrai, il n'y a pas de cours. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'exercice d'application. Quand je te dis qu'ils ne corrigent pas l'orthographe à l'école et que c'est considéré comme denrée négligeable, c'est comme ça que ça se passe. Quand je te dis qu'il n'y a pas de grammaire, la grammaire, ça s'apprend sur 4, 5, 6 ans. Ah oui. On commençait en CE1 et on en faisait jusqu'en 6e, 5e, 4e, 3e, donc même plus que 6 ans. Et là, ils ne font plus, ils font de l'observation raisonnée de la langue. Ça te parle? C'est quoi ça? De la merde. De la merde. C'est-à-dire que au lieu de faire un cours sur une notion, le nom, qu'est-ce qu'un nom? Quelle est la définition d'un nom? Voir le nom appliqué dans des phrases, reconnaître le nom dans des phrases, trouver soi-même des noms pour les mettre dans des phrases, analyser le nom, nature, nom commun, genre, féminin ou masculin, nombre, singulier ou pluriel, fonction, temps de fonction, sujet du verbe. Tout ça ne se fait plus. Ça, on n'apprend plus? Ça ne se fait plus. Non. Il n'y a plus de grammaire, il n'y a plus de calcul non plus. C'est la calculatrice qui fait c'est la machine qui fait le calcul à la place. Non, mais déjà, ils n'apprennent pas. Nous, on apprenait par exemple la division, ce que je t'avais dit quand tu as commencé. On apprenait la division très tôt. Bien sûr. Avec des petits chiffres. On apprenait la division dès le CE1, CE2. Voilà. Avec des petits chiffres. Voilà, maintenant, ils ont reporté l'apprentissage de la division à je ne sais pas quoi, au CM2. En CM2. CM2 ouais. On est dans des niveaux… Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, normalement, ces 4 opérations élémentaires, elles sont liées entre elles. Voilà. C'est-à-dire que l'opération, l'addition, la soustraction a un lien avec l'addition. La multiplication a un lien avec l'addition aussi. La division a un lien avec la soustraction. Et en fait, ils ont séparé l'apprentissage de ces 4 opérations en plusieurs années. Ils les ont étalées, ils les ont divisées, en fait, ils les ont séparées. Ils les ont compartimentés. Ils les ont compartimentés dans le temps pour que les enfants ne fassent plus le lien les liens des opérations entre elles. Donc, en fait, ils ont volontairement entamé un processus en fait, de destruction des mathématiques traditionnelles. Voilà. C'est ça. Du calcul. Du calcul. Il n'y a même pas besoin d'employer mathématiques traditionnelles. Oui, mais c'est ça, c'est du calcul. Mais c'est du calcul. C'est du calcul. Donc, les gosses ne savent pas calculer. Ils ne savent même pas lire l'heure. Ah non. Même les adultes. C'est d'ailleurs avec des aiguilles. Hein. Nous, on parle pas de l'écran où il y a écrit 17h12. Ah non, ils ne savent pas lire l'heure. Ils ne savent pas lire l'heure. Non. Et tout ça n'est pas de leur faute. Attention, hein. Qu'on ne vienne pas me dire, ah oui, non. Parce que lorsque j'étais en Égypte, chez les nantis… C'est pas une question de QI. Voilà. Parce que beaucoup, par exemple, chez M. Zemmour, disent, ah, c'est une question de QI. Ce n'est pas une question de QI. Non. C'est une question de tir au mortier sur l'intelligence des enfants de ce pays. Toute classe sociale confondue, sauf chez les affidés du pouvoir. En fait, c'est un processus de destruction à grande échelle
c'est un processus de destruction de l'intelligence. C'est tout. Et c'est volontaire. On peut le dire comme ça. Et comme il faut occuper le temps dans le sens de l'oligarchie, maintenant on les occupe avec la sexualisation. Voilà. Alors ils savent comment on sodomise quelqu'un. Ça, ils savent. Mais faire une division, non, ils ne savent pas. Et ça, c'est la faute de l'école. Et j'ai été virée de l'éducation nationale parce que je l'ai dit publiquement. Et Dieu sait que je ne regrette pas d'avoir été virée de cette, je ne sais pas moi, de ce ministère, qui est inqualifiable en vérité. Hein. On a affaire à des assassins de l'esprit. Ma dernière question, chère Farida. Malgré tout, bon, on va sauver tout le monde, tu l'as dit. Tu as quand même espoir que ça puisse changer dans le bon? Pour certains, oui. Pour des minorités, oui. C'est tout. Hein. Pour des gens qui sont des parents méritants comme les parents qui nous suivent et qui font d'énormes efforts, d'énormes sacrifices. Tu as déjà 3 classes. Tu as quand même espoir on a eu d'en avoir... une classe cette année. On a eu une classe cette année. Tu vas en avoir 4, pardon. Et normalement, à la rentrée, on en ouvre 2 autres. On aura donc 3 classes. On en aura 3. Une deuxième année et 2 premières années. Est-ce que tu as espoir que ça s'essaime, qu'en fait, tu arrives à 50, 100, 200 classes à terme? Inch'Allah, mais là, pour ça, il faudrait des moyens que nous n'avons pas parce que, en vérité, bien sûr qu'il faut être relayé. Et puis, tu vois, si aujourd'hui j'avais 1000 inscrits, ce serait formidable. Eh ben, ce serait un échec pour nous. On ne pourrait pas suivre. On n'est que 2. On peut mourir de son succès. Donc, c'est pour ça que... Ça. Voilà, petit à petit, pas à pas. Merci à toi, chère Farida. Comme toujours, tu es formidable. Suivez Farida Belgoul. Merci à toi. Gentil, Mike. Toi, tu es exceptionnel. Cher Roman. Merci, Mike. Le mail de contact, voilà, il va être inscrit dans les 5 minutes en dessous. Voilà, vous contactez la JRE de Farida Belgoul et de notre ami Roman. Passez tous une excellente soirée. Oui, bientôt, ça a été tourné. Nous aurons Kémy Seba. Voilà, ça a été tourné et ce sera très vite publié. Merci à vous. Passez tous une excellente soirée. Et merci, bonsoir à tous. Merci. Salut, bonsoir. ciao. Merci Mike pour ton aide.